et je refais partager l'écran. Voilà. Ça, à partir du début. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les slides et est-ce que surtout ça défile? Donc aujourd'hui, c'était le symbolisme du planète. Oui. Ça défile, hein, là? Oui. Oui. Impeccable, super. Donc, je vais devenir un pro de Zoom. Donc, Astro, aujourd'hui, c'est les planètes. Exclusivement, on va te parler exclusivement des planètes. Alors, pourquoi les planètes? Parce que ça va nous permettre de donner comment dire, une personnalité dominante qui va. Alors, personnalité dominante, c'est extrêmement important en astrologie, hein, puisqu'on va toujours réagir en fonction de ce qu'est notre personnalité dominante. C'est-à-dire au-delà de la personnalité qui est apprise, qui a été apprise au travers de notre environnement, on va avoir une personnalité dominante. Donc, il est important dans un thème de repérer cette personnalité dominante. C'est vraiment important. Alors, l'astropsychologie en 2 mots, mieux se connaître, hein, mais ça, Olivier, vous l'avez dit, hein, et aussi définir un chemin de vie. Parce qu'en fonction d'une personnalité, on va avoir un certain type de comportement. On va vraiment réagir en fonction de ce qu'on est, et ça va nous définir notre chemin de vie. Alors, l'astrologie et l'astropsychologie, je vais passer rapidement, hein, c'est pour vous donner les grandes spécificités, hein. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est un système de correspondance entre des symboles. C'est un système symbolique, l'astrologie, hein. C'est vraiment que des symboles, les planètes, les signes, les maisons et les aspects. Il y a les éléments et des réalités matérielles et psychologiques de l'environnement humain. C'est-à-dire qu'à travers un thème natal, on va aussi bien comprendre la personnalité de l'individu que la façon qu'elle a de réagir dans chacun des différents domaines de la vie qui sont donnés par les maisons. Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qu'il faut préciser, hein. C'est vraiment un échange, hein, que j'aimerais qu'on ait, hein. Michel, vous me dites, hein, s'il y a quelque chose où vous voulez qu'on échange, il n'y a aucun souci, hein. Ah, il y a peut-être le mot aspect, j'ai oublié ce que c'est. Alors, vous avez des liaisons, il y a les planètes, hein, il y a les 10 planètes, hein, on va voir, hein, il y a plutôt, c'est pas des planètes d'ailleurs, puisqu'il y a 2 luminaires et 8 planètes, et entre elles, suivant le degré où elles sont situées dans le thème, il y a des aspects positifs ou négatifs. Les aspects négatifs, ce sont les carrés et les oppositions, c'est-à-dire 90 ou 180 degrés d'une planète par rapport à l'autre. Le thème astral, si vous l'avez sous les yeux, ça fait 360 degrés, hein. C'est un cercle, hein. Donc, suivant la position des planètes dans ce thème, il y a des liens. Alors, je ne sais pas si vous avez un thème sous les yeux, vous verrez des liens entre les planètes. Oui, j'ai mon thème sous les yeux. Ouais, Moi, les je sais pas aspects. moi, parce que comme en fait là, il y a tout l'écran qui est partagé, Ah, je sais pas trop comment je fais pour parce que je l'ai ouvert, mais j'arrive plus à retrouver quoi que ce soit. il faut faire escape, non? Il faut faire Ah par ok. Oui, escape. oui, c'est bien, c'est bien, c'est Voilà, bien. je pense qu'après, on réduit l'écran là. Enfin, Oui, vous oui, pouvez c'est ça. réduire, moi, Et je ne peux pas. j'ai le thème que vous m'avez envoyé sous les yeux. Oui. Et donc, on a les traits des planètes, les 10 planètes, ou les 10, enfin, moi j'appelle ça, c'est pas encore une fois des planètes, hein, il y a 8 planètes et 2 luminaires qui sont liés par des traits. Alors, les traits positifs sont les sextiles et les trigones. Là, c'est parce que c'est 30 ou 60 degrés. C'est considéré en astrologie traditionnelle comme étant positif, c'est-à-dire l'énergie des planètes va se renforcer. Et alors qu'il y a aussi des aspects négatifs, le carré et l'opposition, c'est-à-dire 90 et 180 degrés. Et là, vous avez des traits rouges en général, hein, sur les thèmes. Et là, les planètes vont rentrer en tension. Et comme on le verra, chaque planète, c'est une fonction, un trait de personnalité. En interne, on peut avoir des tensions internes entre des fonctions psychologiques, parce qu'il y a des tensions entre les planètes. Elisabeth, j'ai une question. Oui. Donc, les oppositions sur le thème seraient en rouge, enfin, sont très rouges. Et si, par exemple, j'ai des traits bleu foncé, bleu clair et vert, est-ce que ça n'a rien à voir ou c'est… Vert, c'est positif, c'est trigone. Le bleu clair, normalement, opposition, ça doit être bleu foncé. C'est quand les planètes sont face à face.
Est-ce que vous le Ah, voyez? donc j'ai Oui. du bleu foncé, ouais. Alors ça, c'est parce que l'impression a donné bleu foncé. Donc bleu foncé, c'est pas normalement c'est des tensions très fortes. Hein, elles sont vraiment à l'opposé D'accord. l'une de l'autre. Le bleu clair et le vert. Le bleu clair, c'est du sextile. Elles sont séparées par 30 degrés, par 60 degrés de l'une de l'autre. Donc sextile. Donc ça, c'est positif. Et encore plus positif, c'est le vert. C'est le trigone à 90 degrés. Donc là, D'accord, c'est merci. vraiment positif. Donc vous voyez avec la couleur, déjà, vous voyez si un thème a beaucoup de tension, c'est-à-dire si la personne a beaucoup de tension interne ou non. C'est déjà, ça vous donne déjà une indication de la difficulté qu'elle aura à intégrer ces tensions en elle-même. L'objectif, c'est d'intégrer les tensions, hein, c'est pas de lutter contre, hein, il faut intégrer les tensions. On dit souvent en astrologie traditionnelle que plus on a de tensions, plus la personne va bouger, va avoir une vie intéressante. Parce que moins on a de tension, moins on a envie de se remettre en cause, parce qu'il n'y a aucun intérêt à se remettre en cause, hein, puisque tout va bien. Donc, vous voyez, c'est les aspects, c'est vraiment le lien entre les planètes entre elles, le lien des planètes entre elles. Slide. Alors, ça, c'est vraiment, Michel, ça, c'est ce qu'il faut savoir par cœur. Carrément par cœur. Oui. Ça, interro écrite à la fin. Donc, alors, il y a les planètes. Vous avez les planètes, encore une fois, hein, je vais employer planètes pour simplifier le discours. Hein. Donc, les planètes, ce sont les fonctions de la personnalité. Et là, il y en a 10. On va les prendre ensuite en détail, hein, ces planètes. On a 10 fonctions psychologiques en nous. Le soleil, c'est la conscience. La lune, il y a 3 personnes qui sont. Alors, voilà, attendez. Attendez, il y a 3 personnes qui sont en liste d'attente, là. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Jonction en cours. Je crois que j'en ai perdu une. Comment on est muet? Et Séverine, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Invité. Bon. Voilà, donc normalement, tout le monde est là. Bonjour. Ah ben voilà, bonjour Séverine. Voilà. La météo. Et on doit avoir Claire. Oui, bonjour. Ah, Claire, bonjour. On vient de commencer. Et je crois que c'est bon. Vous êtes 4. Et vous habitez toujours dans le 14e? Non, c'est fini ça. Je suis repartie en mission. Je fais des missions en fait. Mon métier, c'est faire des missions dans les pays pour la Commission européenne, Nations Unies, tout ça. C'est vraiment le truc. Et donc, quand je suis repartie en mission là au Niger, et puis j'ai liquidé l'appartement du 14e, et là, je vais revenir sur Paris, parce que là, je suis en Normandie pour l'instant. Ma maison principale est en Normandie. Et là, je vais revenir sur Paris, parce que je trouve que c'était idéal quand j'avais des missions, revenir en Normandie, c'était bien parce que c'est très calme. Mais si comme je vais mettre, compte tenu des circonstances, les missions, c'est tout en stand-by. Donc, je vais reprendre un appartement sur Paris pour justement organiser ce genre d'atelier et tout. Moi, je trouve que c'est sympa. Claire, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. On ne vous voit plus, c'est pour ça. Et Séverine? Bah, vous ne me verrez pas, j'ai pas de caméra, je suis désolée. D'accord. Ah, d'accord. Donc, non, c'est bon. Et Séverine, c'est bon? Oui, je suis là également. Bonjour. D'accord. Bon, ben, c'est bon. On a commencé avec, on a repris la définition de l'astrologie, l'astropsychologie, et on a juste commencé le symbolisme astrologique là pour avoir un vocabulaire commun, en fait. Et Claire et Séverine, est-ce que vous avez votre thème sous les yeux? Oui. Bon, ça va. Ça va. Parce qu'on risque d'en parler à un moment donné. Donc, Qu'est-ce que vous appelez le thème? le thème, c'est un. Qui c'est qui peut le montrer là? Parce que je suis bloquée avec mon ordi là sur. Moi, je veux bien le montrer. Je sais pas. Dites-moi Voilà. comment je fais pour le montrer. Je l'ai sous les yeux là. Voilà, Michel vient de le montrer là. Michel, vous pouvez le remontrer là? C'est ça le thème. Voilà. C'est un thème Non, j'ai natal. pas. Voilà, ça ressemble à ça, une roue avec des planètes et des liens entre les. Non, comment on fait pour la voir?
Ah, ça, parce que j'avais demandé à vous, vous pouvez me le demander à moi, je vous l'enverrai après, ou sinon le faire sur Astrothème. C'est un site que je vous conseille, Astrothème, et c'est très très bien parce qu'ils ont en plus sur Astrothème, ils ont les thèmes de toutes les personnalités, artistes, etc., personnages historiques. Donc si vous voulez vous exercer, c'est très très bien. C'est pas vital pour aujourd'hui, mais vaut mieux avoir le thème sous les yeux parce que si vous avez des questions, c'est plus simple à partir du thème. Voilà, c'est pas. D'accord. Donc la prochaine fois, si vous l'avez pas, vous me le demanderez. À la limite, je peux vous le sortir sur mon logiciel, quoi. Oui, avec plaisir, moi j'aimerais bien. Vous m'enverrez dans le chat, vous m'enverrez date, lieu et heure de naissance. Oui, à l'heure de naissance, ouais, Ouais, ça c'est sur comment on appelle ça, ça risque d'être compliqué. ouais, le certificat de naissance, là, ça doit être marqué quelque part. Ouais. Donc, on en était au langage commun sur les planètes, et les planètes qui représentaient, je vous disais, des fonctions psychologiques. Donc, 10 fonctions psychologiques. Tout le monde a les mêmes. Il n'y a pas de problème. On a tous les 10 planètes dans notre thème. Donc, Soleil avec la conscience, mais pas que ça, mais entre autres. La Lune, pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être, le symbolique de la Lune? On le verra tout à l'heure plus en détail. C'est sûrement lié aux émotions, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. C'est toute la vie interne. C'est l'inconscient aussi. C'est vraiment, c'est tout ce qui ne, c'est tous les sentiments, c'est toute cette vie intérieure. C'est lié au féminin, hein, souvent la Lune. On a Mars, bien sûr, on a Mercure, et après, on a donc ces 10 planètes, mais tout à l'heure, on va le voir plus en détail et je vous demanderai véritablement ce à quoi ça vous fait penser. Parce que l'astrologie, c'est quelque chose qu'il faut ressentir aussi. C'est un peu comme les tarots, un peu comme toutes ces matières ésotériques. Il faut vraiment le ressentir. Hein. C'est pas que de l'apprentissage, hein. C'est du ressenti. C'est pas neutre si on a appelé les planètes, on a donné aux planètes des noms de dieux mythologiques. C'est pas un hasard. Hein. C'est donc c'est comme ça que vous allez vous maîtriser la matière, quoi. Chaque fois, revenez à vous ce que ça vous dit à vous, quoi. Donc, les planètes, il faut les connaître. Les signes astrologiques, on en a 12. Là, c'est un peu plus connu, hein, puisque chaque fois qu'on vous demande, on vous pose la question, on va vous demander de quel signe vous êtes. Hein. Donc, il y a 12 signes. Alors, les signes, et on fera un atelier que pour ça, je pense, ils peuvent être masculins ou féminins. Ils peuvent être des 4 éléments, c'est-à-dire appartenir à l'élément eau, terre, feu, qu'est-ce que j'ai pas dit, air. Donc ça va nous donner… La semaine dernière, on a fait un atelier interprétation du thème qu'à partir des éléments. C'est tout à fait possible. Hein, et déjà, on a une bonne idée de ce qu'est la personne, hein, qu'à partir de ça. Donc, il faut connaître les signes astrologiques. Il faut connaître les 12 maisons, puisque l'astrologie va nous permettre de parcourir les différents secteurs de la vie, de la maison 1, c'est-à-dire du jeu, de l'enfant qui naît, en passant par la construction de cet enfant, en passant par de plus en plus de reliance aux autres vers la maison 7, ensuite pour aller de plus en plus vers la vie sociale jusqu'à la retraite, hein, la maison 12. Hein. Donc là, les maisons aussi sont à connaître. Encore une fois, ça fera l'objet d'ateliers particuliers parce que juste là, il y a tellement de choses à dire sur chaque élément, chaque chapitre que là, c'est seulement pour vous donner une image globale. Et ensuite, donc, la répartition entre éléments. C'est ce qu'on a vu surtout la semaine dernière. Hein. C'est juste de regarder un thème, comme l'a montré Michel, juste à regarder un thème, on peut savoir si la personne est introvertie, extravertie, si elle est plus tournée vers l'extérieur ou plus vers la construction d'elle-même, si elle est plus dans l'action, c'est-à-dire un thème plus yang, plus masculin que féminin, c'est-à-dire plus réceptif ou plus actif. Et on peut savoir aussi si c'est plus entreprenant, si c'est quelqu'un qui va mettre les choses en place, ou si c'est quelqu'un qui va les gérer, ou si c'est quelqu'un qui va carrément les remettre en cause systématiquement pour passer à autre chose. Donc, juste en regardant un thème, sans aller dans les détails, les aspects, etc., ça va nous permettre de donner, d'avoir une idée de la personnalité de l'individu.
Et ça, c'est extrêmement important. Vous m'arrêtez, hein. Vous m'arrêtez, hein. C'est ce que je dis à Claire et Séverine, hein. C'est pareil, hein. Vous m'arrêtez si vous voulez des explications complémentaires, hein, parce que chacun a un niveau, peut avoir un niveau différent, donc il faut vraiment m'arrêter. Parmi toutes les planètes, c'est l'objet de notre atelier aujourd'hui, donc on a encore une fois 2 luminaires qui sont le Soleil et la Lune, et on a 8 planètes. On utilise le mot planète par excès de langage, hein, mais normalement c'est les 2 luminaires et les 8 planètes. Alors souvent on parle du Soleil parce qu'on est dans une civilisation, dans une culture plutôt rationnelle. Donc quand on vous dit de quel signe vous êtes, en fait c'est dans quel signe est-ce que le Soleil se situe. Et en fait, pour une femme, il faudrait demander où est-ce qu'est la Lune aussi, parce qu'il y a 2 planètes, les 2 luminaires sont extrêmement importants. En fait, il faut savoir où est la Lune et où est le Soleil, la conscience et l'inconscient. Les 2 sont importants. Donc, encore une fois, l'aspect féminin-masculin, hein, les 2 éléments sont très, très importants. Ici, vous avez des planètes qui se mettent toutes seules là. Sur le plan psychologique, on a pu classer les planètes sur les 3 éléments, un peu comme en se calquant. Ah, c'est pas ça que je voulais. Un peu en se calquant sur le système de Freud. Vous savez, il y a des planètes de contrôle. On a ce qu'on appelle le ça, ce que Freud a appelé le ça, c'est-à-dire des planètes excusez-moi, que Freud a appelé le surmoi, le moi et le surmoi, donc des planètes qui contrôlent. Et là, on va trouver le Soleil, Saturne et Uranus. Alors, je ne sais pas si tout le monde est habitué à l'écriture des planètes, aux symboles des planètes. Ça, c'est des symboles que vous allez trouver sur vos thèmes, hein, qui sont vraiment la façon d'écrire, hein, les planètes. Là, vous avez, attendez, le Soleil, c'est ça, avec son rond. Saturne, rappelez-vous, ça sera avec une petite croix au-dessus. Et là, c'est Uranus. Alors, caractéristique, mais on le verra plus en détail, ça, c'est la conscience. Quand on vous dit, je ne sais pas de quel signe vous êtes, quand on vous dit vous êtes de la balance ou du taureau et tout, c'est encore une fois, c'est le Soleil est en balance ou en taureau. C'est là où se situe, dans quel signe se situe le Soleil. Saturne, très structurant, hein. Saturne, c'est le fils de Chronos, hein, dans la mythologie. Saturne, c'est quelqu'un qui est une planète qu'on va appeler froide, qui va structurer. On a besoin de ça en nous. Encore une fois, quand je vous parle de ça, c'est vraiment des traits psychologiques qu'on a en nous. Tout le monde a besoin de structurer à un moment donné sa pensée, même s'ils sont extrêmement émotifs. Uranus, lui, c'est la planète de la réflexion extrême, c'est la planète de l'imprévu, qui va donner des pensées imprévues, innovantes, qui va s'intéresser aux grandes causes humanitaires, qui est très individualiste aussi, hein. Donc, Uranus, toutes ces 3 planètes-là, ce sont des planètes de structuration et de réflexion. On est plutôt dans l'organisation de la conscience. Dans la deuxième série que vous voyez là, les 4 autres planètes qui suivent, là, on va être plutôt dans l'action et le sentiment. Vous avez des couleurs différentes parce que les éléments derrière ne sont pas les mêmes. On a Mars, ici. Mars, c'est une planète d'action primaire. Mars, on en a besoin, on l'a tous en nous. Encore une fois, là, je vais vous expliquer le graphique là, que vous avez à gauche. Mars peut être, on a besoin tous les matins de Mars pour se lever au moins. Je veux dire, c'est l'énergie, c'est de l'énergie à l'état pur. Mars, poussé à l'extrême, c'est un chef de guerre, c'est un combattant, c'est un guerrier. Mais c'est cette énergie primaire qui représente surtout. La Lune, extrêmement importante pour les femmes, mais aussi pour les hommes, c'est tous les sentiments. Tous les êtres humains ont des sentiments qu'ils cachent, qu'ils montrent, suivant leur degré d'émotivité. C'est toutes les planètes de sentiments, de ressentis. Ensuite, on a Pluton, beaucoup plus compliqué.
Pluton qui est au-delà du système solaire, Pluton va tout détruire. Et à un moment donné, on a aussi besoin de détruire pour renouveler. Détruire des situations, on a besoin de laisser partir des choses. Et c'est Pluton qui va nous aider à faire le ménage. C'est un peu radical. C'est un peu radical parce que Pluton, c'est le grand nettoyeur. Donc, Pluton va nettoyer tout pour repartir à zéro. Là, une extrême, c'est le dieu des enfers. Et alors, par exemple, dans le personnagramme, ça correspondrait à quelle ligne, Pluton, là? Le personnagramme, ici, ça va représenter, que je le retrouve. Est-ce que chaque ligne correspond à une planète dans le personnagramme? Oui, le personnagramme, je l'avais dessiné, en fait, c'était moi qui l'avais dessiné, pour essayer d'illustrer le fait que tout le monde a toutes ses planètes, a toutes ses fonctions psychologiques en soi, mais à différents degrés. Parce que les planètes sont plus ou moins fortes dans les thèmes, suivant l'endroit où elles se situent, suivant la maison où elles se situent. C'est pour ça, là, vraiment, en illustration, je voulais vous montrer ça. Sagesse et compassion, je pense que c'est création et procréation que j'ai voulu mettre. D'accord, parce que la création est précédée d'une destruction. Complètement, complètement. C'est vie et mort. On est sur des enjeux de vie et mort. C'est très fort. Et la Lune, par exemple, ce serait… La Lune, je suis sur… je ne sais pas si j'étais sur sagesse et compassion. Non, ça doit être protection, sécurité. Parce que la Lune, c'est le cancer. La Lune est le cancer. Donc, c'est quelque chose qui va être très protecteur. La Lune prend en charge en général. C'est la mère. C'est surtout cet aspect féminin au sens de je prends en charge, je nourris les autres, de mère nourricière. Donc, c'est la protection et la sécurité. C'est l'innovation. Encore une fois, ça peut se discuter, mais je voulais vraiment vous montrer que ça, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tous les êtres humains sont bâtis sur le même, d'après l'astrologie, sur le même schéma. Après, il y a des degrés. Certains, là, sur mon pôle, donc lui a un besoin de gestionnaire, ça pourrait être l'archétype du comptable, du gestionnaire pur qui a besoin de comptabiliser, il va mettre des structures en place, mon personnage ici. Hein. Et ensuite, il va dans ce cadre qu'il va créer, il aura peut-être besoin de découverte et d'exploration que va lui donner Mercure, parce que Mercure a besoin toujours de découvrir. Donc, planète d'action, de foi et de sentiment, vous avez aussi bien sûr, Neptune, planète d'eau, qui représente la foi. On a tous des systèmes de croyances, hein, ce qui représente de l'idéalisme, qui représente encore une foi. On ne peut pas dire mieux, c'est vraiment la foi. Et à côté, on a des planètes de sensorialité, qui sont Vénus, le désir d'être, hein, le désir, la beauté, qui représente l'art, et Jupiter, l'intégration sociale, qui représente le besoin d'intégration sociale. C'est-à-dire, comme vous savez, on a besoin des autres pour évoluer, pour exister, pour évoluer. Mercure est complètement à part, comme le principal chimique d'ailleurs. Mercure fait le lien entre tout le monde. Il est très très mobile, une planète qui est très mobile et qui fait le lien un petit peu entre tout le monde. C'est le communicant par essence. Et encore une fois, on reviendra à la mythologie parce que la mythologie, c'est un peu le personnage mythologique qui va nous décrire un peu plus le détail des planètes. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout qu'on a tous ces 10 qualités psychologiques ou 10 traits de personnalité et que la différence entre nous, entre chaque individu, dépend du poids des planètes, de la force des planètes, je dirais, dans le thème astral. Ça, c'est pour vous donner le cadre général. Alors, les anciens, plutôt, ont classé les planètes suivant les 4 éléments. Si les slides vous intéressent, je peux vous les envoyer. Hein. Donc, ne notez pas tout. Hein. Si ça vous intéresse, vous me donnez votre mail parce que je n'arrive pas à envoyer par Meetup. Mais vous m'envoyez votre mail et je vous envoie la présentation. Hein. Parce que des fois, c'est… Avec plaisir. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ne notez pas tout. C'est des outils de réflexion, ça surtout. Donc, les anciens nous ont classé aimablement toutes les planètes suivant les 4 éléments, chaud, sec, humide, froid. Vous voyez ici les Jupiter et ça vaut ce que ça vaut. Ça a été remis en question, cette approche-là. Hein. C'est vraiment
une idée de dire que chaque planète, encore une fois pour se rappeler de la fonction de chaque planète, a plutôt une connotation élémentale qui est donnée, elles ont toute une coloration. Jupiter et Vénus, ils l'ont mis dans l'air. Encore une fois, je suis assez, je vous le donne parce que ça fait partie de l'astrologie traditionnelle. Mais je ne suis pas, même moi, convaincue que ce soit une bonne façon de classifier les planètes et qu'il faille les classifier. Il est beaucoup plus simple de classer les signes. Tous les signes ont une connotation. Mais comme les planètes sont maîtres des signes, vous savez, on va le voir tout à l'heure, chaque planète est maître d'un ou de deux signes. Les anciens ont voulu classer, et surtout Ptolémée a voulu classer les planètes en fonction des éléments. Mais c'est peut-être un raccourci qui vaut ce qui vaut, quoi, hein. Donc, je vous le donne surtout pour information et vous le regarderez de façon plus détaillée si vous voulez ensuite. Plus intéressant, parce que là, on va rentrer dans les aspects et les forces des planètes pour savoir justement, comme tout à l'heure, le fameux pôle, pourquoi Paul était, avait une dominante saturnienne. Tout dépend de la force des planètes. Chaque planète, et vous voyez ici, chaque planète est maître d'un signe ou de deux signes. Là, les deux signes, vous les voyez là. Hop, et puis il faut revenir. Magnifique. Donc, si elles se trouvent dans des signes opposés aux signes qu'elles régissent normalement, on dit qu'elles sont en exil ou en chute. Si elles sont liées par un sextile, un trigone, on dit qu'elles sont en exaltation. Si elles sont dans leur maison, dans leur signe, on dit qu'elles sont en domiciliation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une planète, décidément, si une planète n'est pas dans le signe qu'elle gère, elle gère des signes, hein, c'est comme un patron avec des… Voilà. Si elle n'est pas dans un signe qu'elle gère, si elle est dans un signe opposé, la planète va perdre de sa force. Elle va devenir beaucoup plus faible. Et donc, elle ne va pas faire partie des planètes de ce qu'on appelle les planètes dominantes, parce qu'elle ne sera pas dans son élément. Si vous mettez une planète comme Mars, qui est un élément combatif, Mars est combatif, hein, il gouverne le bélier. Le bélier, c'est un signe de feu. Vous mettez Mars, qui gouverne le feu, dans de l'eau, ça ne va pas faire grand-chose, hein. Il va être un peu aplati, mon Mars, hein. Il va être un petit peu faible, hein. Si vous le mettez en poisson, par exemple, Mars en poisson ne va pas donner toute sa puissance d'action, c'est clair, parce que le signe du poisson, qui est un signe d'eau, va freiner, va atténuer toute la puissance que pourrait avoir Mars dans sa plénitude. Donc, c'est en exil ou en chute dans ces cas-là? Il est là, voilà. Alors, vous prenez petit tableau. Si Mars, vous le mettez… Ah ben, je ne vois pas, donc il est là. Ben, Mars, ils ne l'ont pas mis. Il n'est sûrement pas en exaltation. Ah zut, parce que j'ai les personnes… En fait, je ne vois pas. Non, il n'est rien du tout, en fait. Il est en exil dans la balance et dans les taureaux. Il est en domiciliation, bien sûr, chez lui, en bélier. Il est en domiciliation sur la planète du Scorpion. Il est en chute en Cancer. Ça, c'est Ptolémée. Hein. C'est vraiment l'ancien système d'astrologie traditionnelle. Apparemment, il y a en exaltation. Attendez, je vais essayer de bouger ça. Ah, ben voilà. Ça y est. Eureka, j'ai réussi. Et il est… Oh, c'est pas vrai. Il est en exaltation. Où est-ce qu'il est, mon Mars? Il est là. Il est en exaltation dans le Capricorne. Le Capricorne va le renforcer. Mais les anciens n'ont pas du tout affecté Mars sur Non, c'est en Cancer qu'il n'est pas bien. Il est en chute complètement en Cancer. Parce que si en fait, la question, si je peux me permettre, Elisabeth, oui. Quelle est la différence entre exil et chute et domiciliation et exaltation? Ça dépend des degrés qui les séparent, qui séparent les signes. Si vous prenez le Soleil, je vais prendre le premier. Le Soleil, ici, il est en domiciliation parce qu'il est dans le signe qui gère. Vous voyez, il est là.
Je sais pas. Vous voyez ma souris là? Oui, oui. Bon, Oui. ça va. Alors, il est là, il est dans la maison qu'il gère. Ça, on lui attribue d'office. Oh, c'est pas possible. Très indépendant cet appareil. Il est dans la maison qu'il gère. Donc là, il n'y a pas de problème. Il est en domiciliation. Il est dans la planète qui gère naturellement. Et vous voyez, chacun en face, il est en exil parce que là, le Verseau est juste en face du Lion. Vous voyez, le Soleil gère le Lion, donc il est parfaitement dans son élément. Le signe d'en face qu'on appelle exil, c'est tout ce qui est un signe d'en face. La chute est à 90 degrés. C'est-à-dire vous avez 2 signes d'écart. Et l'exaltation, vous êtes à 90 degrés. Vous êtes, comme tout à l'heure on l'a vu, là vous n'étiez pas là, les aspects sont positifs. Vous voyez, on est sur un sextile ou un trigone. Ici, on est sur un trigone. Et là, on est sur un carré. C'est tout simple. Hein. Ils ont pris la roue astrale et puis ils ont tiré des lignes. Hein. Donc, à deux signes près, c'était en exil. Et en face, tout ce qui est en face, c'est en chute. Et tout ce qui est à 90 degrés, c'est en exaltation. Vous voyez, c'est à retenir. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas appris par cœur. J'utilise ce petit tableau à chaque fois pour regarder. Je pense que la question, au-delà de l'explication technique, c'est peut-être au niveau de la signification, de l'interprétation, c'est quoi la différence? D'accord. Est-ce que chute, c'est plus fort que exil? Est-ce que exaltation, c'est plus fort que domiciliation? Domiciliation, c'est l'idéal. En domiciliation, c'est l'idéal. La planète, là, va donner toute sa puissance. C'est vraiment, elle est vraiment dans son élément, quoi. C'est-à-dire qu'elle va réagir au maximum. En chute, en face, on dit que c'est moins, comment expliquer ça? De l'autre côté, mon soleil, qui est en chute, ça va donner des tensions. Ça va donner des tensions très fortes. Ici, sur la balance, il va donner le feu et l'air. On a les éléments qui s'opposent, c'est l'eau et le feu et le, comment on appelle ça, et l'eau et le feu et la terre et l'air. Ici, la planète va se sentir très affaiblie. Encore plus affaiblie si elle est en face. Elle ne va pas tirer la force là. Tandis que si on est en exaltation, les 2 planètes vont allier leurs forces entre elles. Il y a un accord tacite, il y a un contrat entre les 2 planètes pour agir au mieux, pour donner les aspects positifs des 2 planètes. Vous allez voir que chaque planète a des aspects positifs et négatifs. Et donc les 2 planètes là en exaltation vont s'allier, c'est une alliance. C'est pour donner le maximum de force à la planète. Alors, encore une fois, c'est une histoire de poids, hein, de planète. Mon soleil qui va tomber en exil sur du Verseau, il ne va pas être fort. La conscience, ça va être difficile d'exprimer son ego, sa personnalité. Ça va être compliqué parce que le Verseau, il va se perdre dans le Verseau. Qui est un élément. Le soleil agit, hein, le soleil a besoin qu'on le regarde. Hein. Le Verseau se met en général à la disposition des autres. Donc il va se perdre là-dedans. Son influence va être considérablement affaiblie. C'est ça ce qu'il faut retenir, c'est surtout une histoire de force de planète. C'est ce qui va nous donner des personnalités dominantes. Imaginez dans l'absolu que chaque planète soit en domiciliation. Ça n'arrive jamais, d'abord. Mais s'il y a une planète qui est en domiciliation, elle risque de l'emporter sur les autres et donc nous donner une personnalité dominante de type solaire, de type lunaire, tout dépend si la planète est en domiciliation ou non. C'est un élément pour mesurer la force des planètes. Ça nous les donne, c'est donné par les logiciels en astrologie. Donc, c'est pas, voilà, c'est relativement simple à voir. Autre question? Je continue. Non, merci, c'est gentil. La chute, c'est moins grave que l'exil. La chute, c'est moins grave que l'exil. On ne peut pas dire ça.
On ne peut pas dire ça. Franchement, ça dépend des thèmes. Disons que c'est plutôt négatif. C'est pas. La planète va perdre de la force. La planète va perdre de la force. Tout dépend qui elle a en face d'elle. Ça sera super négatif sur l'exil, par exemple, ça va être très négatif si on a un Saturne en Verseau face à un Soleil en Lion. Deux forces comme ça, contradictoires, ça, c'est ennuyeux. C'est des tensions internes qui sont lourdes. Vous voyez, ça dépend. Retenez seulement que exil et chute, ça diminue la force de la planète. C'est ça. Après, on va regarder jusqu'à quel point ça va la diminuer. Tout dépend où est la planète en face, qui joue contre, quoi. Hein. C'est vraiment une histoire, encore une fois, de force entre les planètes, quoi. Hein. Mais tout dépend qui vous avez en face de vous, hein, comme adversaire, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Si moi je suis un soleil lion, je vous dis encore une fois, si en face j'ai ou en exil, en chute, j'ai je vous dis n'importe quoi, qui c'est que j'aurais pu en voir en face, j'ai un Mars qui est aussi en domiciliation, qui est dans le Bélier. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. C'est pas. Tout dépend, après, on rentre vraiment dans l'analyse du thème. Mais déjà, ça nous donne une idée de la force de la planète. Encore une fois, ça fait partie des éléments, il n'y a pas que cela, mais ça fait partie des éléments d'évaluation des forces. Et donc, de nous donner l'idée là derrière, c'est d'approcher tout de même la personnalité dominante. Hein. C'est ce qu'on cherche. Hein. C'est ce qu'il faut essayer de trouver quand on lit un thème astral. J'espère ne pas trop vous perdre avec toutes les explications. Vous m'arrêtez vraiment. Hein. Donc c'est ce que je vous dis. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est vraiment les 8 planètes de luminaire. Hein. Les 8 planètes, on va les voir une par une. Hein. Et qui représentent des fonctions psychologiques, comme on vient de le voir. Hein. Chacun a une fonction psychologique qui s'exprime différemment suivant les signes. Suivant les thèmes astrales que vous devriez ou vous aurez sous les yeux, vous verrez que chaque planète est dans un signe, hein, c'est ce qu'on vient de voir, donc qui va lui donner plus ou moins de force. Et donc, ça va aussi s'exprimer au travers de maisons. Et dans chaque thème, il y a des maisons qui sont plus importantes que d'autres. Alors, j'ai mis directement parce que aussi on a affecté à chaque planète, on a affecté une maison. Le soleil, c'est la maison 5, voilà, le bélier, c'est la maison 1. Alors, directement ou par maîtrise, je ne sais pas si on en parlera la prochaine fois, maîtrise. Hein. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de la dominante en fonction de tout ça. La planète, quel est le gagnant dans toutes les planètes, en gros, hein, parce que ça va nous donner une personnalité, vraiment. Et la personnalité dominante en astrologie, c'est vraiment la façon dont on va se comporter le plus naturellement. Malgré qu'on vous ait dit l'inverse, que votre entourage vous ait dit l'inverse, essayer de vous faire rentrer dans des cadres, etc., votre personnalité dominante ressortira toujours à un moment donné. C'est vraiment l'essence de la personne. En astrologie, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment l'essence de la personne. C'est la personnalité, c'est la planète dominante, donc c'est la personnalité dominante qui est la plus importante. Les planètes, nos luminaires. J'aurais pas dû vous montrer ça avant. La Lune. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la Lune? La Lune. Quand je vous dis, à quoi ça vous fait penser la Lune? J'avais dit que ça représentait les émotions. Oui. Mais j'ai presque envie de dire que ça représente des émotions liées à la tristesse. Tristesse, tiens. Pourquoi? Pourquoi triste? Parce qu'il y a un côté spleen, un peu Baudelaire, poésie. C'est poésie, c'est l'art. Oui. C'est pas forcément triste, mais c'est artistique. Ouais, ça peut être, ouais. Il y a un aspect trouble. C'est-à-dire que pour moi, la Lune, c'est pas lié à la joie, par exemple. D'accord. C'est pas joyeux. D'autres remarques? Qu'est-ce que c'est pour vous une personnalité qui serait lunaire? Il y a aussi un côté distrait dans la Lune, quand on dit qu'on est dans la Lune. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi, ouais. Tout à fait. Vrai. Je cherchais mes mots pour l'exprimer. Merci. Qu'est-ce qu'il y a encore comme… Ça me fait penser aussi à la pleine lune, moi. Oui, mais c'est quoi la pleine lune? Les bouleversements, j'ai envie de dire le mythe du loup-garou, quoi. Oui,
Avec les bouleversements d'humeur qui peuvent s'opérer à la pleine. Ouais, changement d'humeur. D'autres commentaires? Ça, c'est une planète féminine, hein, bien sûr, hein, c'est féminin. Ben, on présente parfois la Lune comme une planète morte. Ah ouais, ouais. Et en fait, les méditations de pleine lune, si elles sont puissantes, c'est pas à cause de la Lune, c'est parce que justement la Lune ne cache plus le Soleil. Mais du coup, le Soleil peut donner sa toute puissance. Enfin, c'est une interprétation. Oui, oui, je suis pour. Avec en astrologie, il y a plusieurs interprétations. Quand vous êtes en face de quelqu'un en coaching, hein, en général, hein, et que vous voyez dans le thème que c'est une personnalité lunaire, il est important de clarifier son interprétation et de savoir cette personne, comment elle va réagir, comment par tempérament, encore une fois dominant, elle va réagir. Donc tout ce que vous avez comme sur la Lune, vrai ou faux, hein, vrai ou faux, hein, après on verra la définition que donne l'astrologie, c'est important que vous le clarifiez. Parce que voilà, parce que vous allez avoir un jugement sur la personne à un moment donné qui va revenir automatiquement si vous dites ah ben c'est une personnalité dominante lunaire, donc il va avoir plein d'images qui vont apparaître. Donc c'est important vraiment de clarifier pour vous aussi ce qu'est la Lune. Alors la Lune et le Soleil ont encore une fois un rôle un peu particulier. C'est extrêmement, sa structure, donc ce sont des luminaires, hein, et sa structure véritablement conscient et inconscient. La Lune est liée à l'inconscient. Le Soleil sera lié au conscient. Donc c'est vraiment c'est toute l'intégralité de la personne. Chez une femme, c'est vraiment important. C'est tout l'aspect féminin et masculin de la personne aussi, hein. On va opposer cet aspect féminin et masculin de la personne. Donc je vous donne la solution que vous aurez. Donc c'est ça, il est extrêmement réceptif. La Lune ne brille pas, hein. La Lune brille parce qu'elle reçoit les rayons du Soleil, hein. Elle ne brille pas forcément, hein. Donc elle reflète les rayons du Soleil, hein. C'est vraiment par réflexion, hein. Donc c'est quelqu'un, vous ne m'avez pas dit, mais c'est la mère aussi, hein. La Lune est souvent liée à l'archétype de la mère, la réception. Quand vous pensez Lune, pensez à tout ce qui est lié, si je vous dis féminin, qu'est-ce que c'est pour vous féminin par rapport au masculin? Hormis le fait d'être un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, mais quel est l'élément féminin, c'est quoi pour vous? Il y a aussi les règles, les périodes. Il y a les périodes, oui, donc c'est le changement. Mais c'est quoi pour vous l'élément féminin? La sensibilité. Sensibilité, tout à fait, oui. On parle aussi de réceptivité parce qu'elle reçoit, elle brille encore une fois par réception des éléments du soleil, de la lumière du soleil, hein. Donc il y a l'accueil, il y a la mer aussi dans la Lune. En astrologie, c'est aussi l'archétype de la mer qui va apparaître à ce niveau-là. C'est pour ça accueillant, accommodant. La Lune est maître du Cancer. Elle est en domicile dans le Cancer, donc elle gère elle gère le cancer, elle gère le signe du cancer. Et le cancer, c'est ça, c'est la famille, c'est l'accueil de la famille, c'est tout ce qui est autour de l'accueil, c'est très accueillant. Le problème, alors, les planètes ont toujours un aspect positif ou négatif, hein. Il y a toujours un aspect plus ou moins. Il y a des qualités et des défauts à chaque planète, hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui est très adaptable. C'est vrai, hein, c'est très fluctuant, hein, comme a dit Michel, ça peut changer d'humeur, etc. Donc, c'est très fluctuant, mais des fois trop fluctuant. C'est-à-dire qu'il reçoit tellement d'émotions, tellement de choses, d'émotions internes, qu'il n'arrive plus à prendre de décision. C'est très compliqué pour un lunaire de prendre des décisions, encore une fois, sur les personnalités très lunaires. Donc, parce qu'il reçoit beaucoup de sentiments, il s'imprègne aussi
de tous les sentiments des autres. Ce sont des gens qui sont extrêmement capables de rentrer en empathie avec vous. Elles ne mettront pas forcément des mots dessus ce qu'elles vont ressentir. Ce pas des gens des conceptuels, hein, c'est un signe d'eau. Hein. Donc, le cancer est un signe d'eau. Mais elles vont sentir, elles vont rentrer en empathie avec vous, automatiquement, sans réfléchir. Quoi, hein. Et donc, des fois aussi se trouver vidées par le fait de se mettre au service d'eux ou par toutes ces émotions qu'elles peuvent ressentir. Donc, c'est comme je dis, un plastique réceptif. Donc, c'est vrai que la Lune, ça va créer un foyer. Le cancer, c'est un signe de foyer. Hein. Elle va créer une unité familiale, hein. Même dans le milieu professionnel d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément une famille. Donc, c'est vrai que très solidaire, très. Mais encore une fois, avec cette difficulté parfois à voir les réalités telles qu'elles sont, quoi. Parce qu'elles sont très imaginatives, très changeantes, donc vie intérieure très, très riche, des rêveurs. Elisabeth, si je peux juste te dire quelque chose, Bien sûr. c'est en fait là ce que vous venez de dire sur du mal à vivre la réalité, je pense que, enfin, pour moi, ça s'adapte, ça s'applique un peu plus aux poissons qu'au cancer. Et je trouve que le cancer, en fait, est assez passéiste. Et donc, en fait, avec la lune, effectivement, il y a toutes les émotions, mais enfin, à titre personnel, je trouve que le cancer a beaucoup de mal à gérer justement toutes ces émotions. Et dans les rapports avec les autres, euh, je trouve que ça peut être assez compliqué parce qu'il y a une hypersensibilité. Donc, de la même façon que le scorpion ou le poisson, en fait, ils ont des hypersensibilités avec pas mal de choses qui arrivent. Mais je trouve que le cancer a un petit peu de mal à gérer toutes ces émotions. Et pour les personnes qui sont en face, si elles ne sont pas des personnes d'eau ou de terre, alors avec les personnes d'eau ou de terre, ça va mieux passer, mais avec des personnes, avec des natifs d'air ou des natifs de feu, je trouve que c'est un peu plus compliqué. C'est Mais possible. Excellente, c'est vraiment une très très bonne remarque. Sauf, vous savez, il y a une gradation dans les signes. Et c'est vrai, c'est très bien. Il y a le cancer, il y a le scorpion, il y a le poisson. Et plus ça va, plus les cercles s'élargissent. Le cancer, pour avoir fréquenté des gens du cancer, en fait, la symbolise du cancer, c'est tout de même une carapace. Ils ont une capacité à se protéger. Ils créent un environnement, hein, familial, etc., clanique, ce qu'on veut, hein, et ils vont le protéger. Le scorpion est plus, d'abord, c'est encore plus large, il va avoir des émotions encore plus larges, il va sentir tout, les situations, les gens et tout. Et sans parler du poisson, lui, c'est l'humanité qui va sentir, c'est l'idéalisme, il va recevoir des tas d'informations de je ne sais pas où, au niveau de la foi et tout. Donc, c'est des gens extrêmement réceptifs. Je trouve que celui qui sait le mieux se protéger dans cette affaire-là, c'est le cancer, avec sa carapace. ah oui, oui, tout à fait, Ah, tout à voilà, fait. voilà, voilà, ouais. Non, non, mais ça, entièrement d'accord. Et Ah, ouais. justement, avec les humeurs, le cancer peut directement, ça y est, c'est terminé. Ah, Et oui. en fait, c'est ce que j'ai appelé par hypersensibilité, c'est-à-dire en fait limite sensiblerie. Et il y a quelque chose où tout d'un coup, on ne sait pas pour un mot, tout peut s'arrêter. Ah, Et ouais. après, en fait, ça devient pour moi, je trouve que c'est assez compliqué. On est réellement Ouais. on peut tomber vite dans le triangle de Cartman avec la victimisation, le sauveur, le truc. Et c'est un petit peu comme ça. Et vous avez parlé du scorpion avec les cercles qui s'élargissent, Oui. etc. Mais comme le scorpion est aussi dominé justement par Pluton, qui est la planète de hop, on casse, on revient, c'est une espèce de marasme. Et le poisson avec Neptune, donc là, oui, c'est plus le rêve, c'est plus autre chose, et euh, on a beaucoup moins de temps,
d'outils peut-être pour se Ouais. protéger. Ça, c'est Oui. ça, oui. Et j'avais lu quelque part que justement, il y avait pas mal de natifs du poisson qui tombaient assez facilement dans des addictions. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est Et vrai. Les purs poissons, oui. c'est ce que j'avais lu. Mais le cancer peut se protéger, mais je disais simplement qu'au jour le jour, justement, avec la lune qui gère les marées, qui régit les marées, en fait, il y a des choses. On est à marée haute, on est à marée basse, et de la même façon que les sentiments et les émotions Mm. chez un cancer peuvent vraiment fluctuer en Ah, quelques complètement. minutes avec et Ouais. et la personne enfin, le natif est généralement assez susceptible Mm. et juste expliquer à la personne ou conseiller ou proposer peut-être un accompagnement ou un travail sur soi est quasiment immédiatement, peut-être pas en face, mais quasiment mal reçu et après, enfin, j'ai trouvé que c'était assez difficile. C'est assez difficile, ouais, c'est difficile. Moi, les coachings que j'ai eus sur des gens à dominante lunaire, dominante lunaire, en fait, ils le demandent parce qu'à un moment donné, sous l'effet d'un changement, souvent c'est le cas, sous l'effet d'un changement, ils ne savent plus comment gérer toutes leurs émotions. Ils Mmh. arrivent avec plein d'émotions, plein de choses comme ça. Et là, ils sont à l'écoute. Là, ils sont en position de retrait et puis et ils écoutent, quoi. Alors, par contre, il faut qu'ils le sentent. Parce que Oui, c'est pas la peine de conceptualiser en disant, écoutez, vous allez faire ça, ça et ça. C'est incroyable. Et il faut utiliser des médiums qui leur correspondent. Moi, je leur fais faire, le dernier, je lui ai demandé de m'écrire un conte pour exprimer toutes ces. Et je suis sûre que cette personne, c'est une conteuse extraordinaire. Et pour exprimer sous d'autres mots, sous d'autres formes, métaphoriques, etc., tout ce qu'elle ressent. Parce que si je commence à mettre des mots dessus, rationnels, il ne va pas me comprendre. mais parce que le cancer est aussi dans l'enfance. Le Oui, cancer, la lune, c'est aussi l'enfance, vous l'avez dit tout tout à justement, très justement, en fait, la famille, l'importance de la famille, l'importance du cocon, fait. l'importance aussi apportée justement en fait au passé et la difficulté à se détacher en fait du passé. Et le truc, c'est que finalement, le cancer vit rarement en fait dans le présent parce le cancer va laisser tellement d'événements qui sont liés forcément à des émotions venir en fait intercéder dans le présent Mm. que bah, forcément là ça peut poser problème. Et l'attachement à la mère, Oui, ça la c'est mer, uniquement la ouais. lune. Alors, en astrologie, on regarde la position de la lune pour connaître l'image que l'enfant avait de sa mère. Elle représente, dans un thème astral, elle représente la mère par essence. Souvent dans Mmh. la maître de maison 10, curieusement d'ailleurs, mais elle représente effectivement la mère dans un thème. Oui, merci pour ces précisions, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, c'est pas. C'est la Lune, c'est pas simple. C'est pas, chaque planète a plusieurs interprétations, a plusieurs approches, puisqu'on a prononcé plein de mots. Même pour Michel, c'est pas gai, mais peut-être parce que vous n'êtes pas de la Lune d'ailleurs. Mais on a prononcé les mots sensibilité, enfance, hypersensibilité. Il y a une vie très riche, il y a une vie intérieure très riche. Et n'essayez pas de communiquer avec la Lune, encore une fois, avec des concepts. Il faut lui parler à ses tripes. Il ne faut pas lui parler. Faut vraiment C'est aussi intéressant dans l'astrologie et l'astropsychologie de savoir qu'on modifie son langage dès qu'on a compris que la personnalité dominante de l'autre. C'est pas la peine d'aller lui parler action directe ou action concrète. Vous regardez, elle va se dire, de quoi il me parle, quoi. Il faut parler avec nos sentiments, avec les tripes, quoi. Donc, merci pour ça. Si ça intéresse certains après, moi, j'ai un logiciel qui peut donner les personnalités dominantes. Donc, je peux voir Ah dans le oui. thème les personnalités dominantes. Donc, c'est assez simple maintenant parce qu'avant, il y avait plein de calculs, tas de calculs dans tous les sens. Mais là, c'est pas mal, quoi. Donc, si ça vous intéresse, je vous enverrai, si vous me donnez encore une fois la date, heure, lieu de naissance, je peux vous envoyer votre personnalité dominante. Donc, ça permet aussi de mieux se connaître.
Et de dire si j'ai une personnalité dominante qui n'est pas dans mon signe, qui n'est pas dans mon… je vais adapter ma communication avant de se dire que je ne comprends rien à la personne. On va se dire non, non, je vais peut-être adapter ma communication et me mettre sur le même réseau. Et là, en l'occurrence, avec la Lune, c'est un réseau qui est basé sur l'élément eau. Et l'élément eau a besoin d'imagination. On a besoin de fonctionner avec des métaphores, pas avec des formules mathématiques, mais avec des métaphores, avec l'imagination, il faut lui dire, je sens que, pas j'ai réfléchi, voilà, il faut vraiment, j'ai trouvé que l'astrologie aussi est un excellent instrument pour adapter sa propre communication en fonction de l'autre. Parce que C'est intéressant ce que vous dites là sur l'impact de la communication. On n'a pas du tout conscience. Merci pour cet élément. Avec plaisir, là. Et n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que c'est vraiment un échange en plus. C'est vrai que, maintenant que vous le dites, c'est logique. Oui. Mais je n'avais pas du tout fait le rapprochement. Ah, mais pour moi, c'est un instrument d'humilité, hein, l'astrologie, hein, parce que plus on comprend la complexité de l'être humain, plus on comprend que chacun a une personnalité qui dépend d'un des 4 éléments, pour des raisons X ou Y, on ne sait pas, c'est le karma, etc., j'en sais rien. Plus on adapte sa communication, plus on se dit je ne rejette pas, quoi. Il faut que je comprenne, ce n'est pas mon élément. Si moi je suis dans l'élément eau, il y a un élément feu qui va me parler d'action et tout. C'est pas forcément qu'il a tort, c'est qu'il est sous un autre fonctionnement élémental, quoi. Et ça, c'est un élément, je trouve, assez extraordinaire, quoi. Donc, encore une fois, je pense que c'est un outil d'humilité, l'astrologie, hein. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, y compris la complexité de l'être humain, ce qui est très compliqué, je trouve. C'est pas évident. La Lune, c'est bon. Alors là, il y en a 2 pages, hein. Vous verrez sur le slide. Donc, c'est convivial, etc. À chaque fois, sur les signes, il y en aura 2 pages. Donc, bien sûr, ce sont des grands rêveurs. Ce sont, comme je crois c'est Michel qui a dit, émotion. Il y a beaucoup de choses autour du spleen, de l'art. Ce sont des gens qui sont vraiment tournés vers la fusion. Il peut y avoir quelques problèmes de fusion aussi avec les personnalités lunaires. Mais enfin, je vous laisse découvrir tout ça sur le slide. Mercure. Alors, qui est Mercure? Pour ceux qui ont fait de la mythologie, nous parler du Mercure. Je ne sais pas quelle idée. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les planètes ce soir. Donc ça, c'est clair. Qui est Mercure? Qui est le dieu Mercure, le dieu de la mythologie? C'est un messager. Oui, tout à fait. Ouais. Qui court très vite. Oh, ça, ouais, et les petites ailes. C'est l'ancêtre de Flash. Il a des petites ailes aux chevilles, si je me souviens bien de la représentation. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre histoire? Vous connaissez l'histoire de… C'est un petit malin, hein, c'est un commercial, c'est un petit malin, le Mercure. Hein, il avait piqué les… c'était qui était… c'était Apollon, je crois. Apollon endormi, qui gardait un troupeau, il a été piqué les chèvres, parce qu'il lui manquait des cordes à sa lyre. Donc, il a été piqué il a été tué le troupeau d'Apollon qui a été se plaindre, bien sûr, à Jupiter, hein, comme ça se doit. Et bien entendu, qui a tout nié. Mercure a tout nié, convoqué devant le tribunal des dieux. Il a tout nié en disant qu'il n'était pour rien. Et finalement, on a fini par le découvrir. Mais voilà. Il est curieux. Il est poussé par la curiosité en permanence. Il veut tester. Donc, il voulait savoir si les cordes étaient mieux avec des boyaux de chèvre qu'autre chose. Donc, il est très curieux. Son moteur, c'est la curiosité. Ce sont d'excellents commerciaux, les Mercuriens. Ils font du lien avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui vous revient à l'esprit quand on parle de Mercure? Il faut l'imaginer, Mercure, hein, il faut le voir. Hein, il faut voir les représentations des statues qu'on avait. La conceptualisation, l'air, la légèreté, la communication, et comme c'est associé aux Gémeaux,
bah forcément, en fait, les Gémeaux, en fait, Mercure, vous avez parlé, Elisabeth, tout à l'heure, de planètes qui pouvaient être dans plusieurs signes. Et en fait, là, Mercure est à la fois dans le Gémeaux et à la fois chez la Vierge. Et donc, en fait, ces deux signes si vous regardez, si vous avez des enfants à la fois vierges ou gémeaux, vous verrez qu'ils parlent très tôt et qu'ils ont des facilités, en fait, pour parler. Il y a beaucoup de vivacité, beaucoup d'intérêt, de curiosité. Ils demandent toujours pourquoi, qu'est-ce que c'est. Enfin, on est réellement dans la curiosité. Et justement, il y a pas mal d'intellectualisation, à la différence près qu'avec avec la Vierge, ça va être plus, la Vierge va être plus un coureur de fond, alors que le Gémeaux va être un petit peu un sprinter, c'est-à-dire en fait intéressé par tout, mais passionné pas par, voilà. C'est-à-dire, euh, on picore. Avec Oui. le Gémeaux, on picore, mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mais peut-être que le Gémeaux va être très, très intéressé et passionné par un sujet, il va vraiment l'approfondir, mais il est capable, en fait, comme dans tout, de hop, on prend son envol, alors que, voilà, sans finir les choses, alors que la Vierge va plutôt aller réellement en profondeur jusqu'au bout, voilà, c'est beaucoup plus long. Mais Mercure, c'est ça, enfin, pour moi, c'est la communication, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose de très ça gouverne réellement en fait l'intellect. En plus, c'est bon, mais c'est avec plein de. euh, et puis dans le cas du Gémeaux, beaucoup de malice, beaucoup de drôlerie, beaucoup de voilà malice. Là, vous avez parlé de Mercure qui va chipper des trucs. Le Gémeaux, il est tout à fait capable, en gardant son air très sérieux, d'aller piquer n'importe quoi, de raconter n'importe quoi, de mentir en vous regardant dans les yeux, de commencer une relation et puis hop, on part à droite à gauche, on finit, on revient. Voilà, c'est comme une espèce de petit elfe, un petit lutin. Voilà, il y a beaucoup de fraîcheur, mais mais bon, alors là, mais derrière tout ça, il y a aussi pas mal d'angoisse en fait, aussi bien chez la Vierge que chez le Gémeaux. Et justement, je pense que l'envers du décor avec Mercure, c'est quand même, on vit sur les nerfs, hein. Ils sont nerveux, La oui. nervosité, oui, c'est la nervosité, le système nerveux est quand même assez fragile chez ces 2 signes. Et même si en apparence, on va pas s'en apercevoir parce que le Gémeaux va en tout, va dissimuler ça sous, l'aspect clown, et la Vierge sous l'aspect plus maîtresse d'école, je domine tout. Mais en réalité, les 2 en fait, vont avoir des pathologies psychosomatiques parce que le système nerveux est très éprouvé et il est fragile parce qu'ils vivent en permanence comme ça. Et donc, après, mais le truc de bien, c'est que le Gémeaux, comme la Vierge, au fur et à mesure en fait du temps, se bonifie. Il y a des signes mais il reste toujours un petit peu jeune parce qu'il y a justement ce Mercure qui donne de la légèreté tout le temps, même à un âge avancé, et qui permet en fait de contrer les effets de la vieillesse par autre chose. On reste alerte. Alerte, on est vraiment c'est cérébralement très alerte. Oui, tout à Et fait. ça, avec Mercure. Aussi bien, il y a quelque chose de léger, même chez des Gémeaux qui sont, par exemple, physiquement corpulents. Il y a, malgré tout, en fait, quelque chose de léger, quelque chose de. Voilà. Oui, mais c'est tout à fait ça, hein. En plus, ouais. Ils sont ludiques, hein, ils aiment bien s'amuser, hein. Ce sont des jeux, des bouts en train. C'est vrai qu'il y a une grande nervosité entre eux. Il y a souvent en eux, ils ont vraiment une grande nervosité. Mais c'est un très très bon résumé, hein. C'est vraiment tout à fait ça, hein. C'est des intellectuels. Le, le Gémeaux, euh, on l'associe à la maison 3, les connaissances, toutes les connaissances de l'école, l'école primaire, secondaire, les débuts d'études, aux études, hein, c'est en plus parce qu'ils gouvernent aussi des maisons. La Vierge est plus inquiète, hein. La Vierge classe, elle trie, elle a besoin de sécurité, d'une sécurité que le Gémeaux recherche un peu moins.
La Vierge est plus encore dans le… J'ai des amis purement dominantes vierges, elles s'inquiètent de tout, elles s'inquiètent beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses. Il faut que ça soit… Elles ont un côté perfectionniste par rapport aux Gémeaux qui est beaucoup plus dans la curiosité générale. La Vierge est beaucoup plus dans la perfection des choses. Mais c'est un signe qui classe, c'est vrai. Mercure, c'est un peu tout. C'est vrai que c'est exactement comme Olivier a dit, c'est vraiment tout cet aspect communicant qui est vraiment très très fort, ludique. Ils aiment la vie, hein, et c'est surtout cette curiosité qui les pousse. C'est vraiment leur moteur, c'est la curiosité. Autre chose à rajouter, je ne sais pas si vous avez des dominantes mercuriennes parmi vous. En tout cas, c'est le seul métal liquide à air ambiant. Donc, il a un côté à la fois consistant, mais à la fois élusif. Oui, adaptable. C'est adapté, non? C'est plutôt… Et c'est aussi un métal toxique, d'ailleurs. Oui, aussi, aussi. Mais comme tout, hein, tout dépend de l'usage qu'on en fait, non, je suppose. Je ne connais pas le métal, mais je connais en astrologie, tout dépend. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise planète. Hein. Il y a vraiment un excès de la planète qui peut donner quelque chose de négatif, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais signes, c'est neutre. Hein. Après, c'est vraiment, tout dépend de ce qu'on va en faire. Hein. Ça peut être, le mercure peut être un joyeux bout en train, comme un petit malin qui cherche à feinter, quoi. Hein. Donc ça, c'est tout à fait clair là-dessus. Hein. Je ne vois pas très bien ce que j'aurais à rajouter après Olivier qui nous a fait qui nous a vraiment brossé un tableau mercurien qui est celui-là, qui est vraiment la planète du lien. C'est vraiment la planète du lien et de la communication. Moi, je voudrais demander à Olivier, puisque c'est lui qui a fait ce bel exposé. Donc, au départ, quand tu as parlé donc, de la Vierge et du Gémeaux, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais je me suis dit, bah, tiens, si on parle d'un couple, bah, ce serait une belle association, en fait. Et En tout cas, il parlerait beaucoup. L'association, je ne suis pas nécessairement sûr, Ouais. parce que le Gémeaux est quand même assez volage, tu vois, du point de vue sentimental, et a du mal un petit peu à se poser. La Vierge l'est un petit peu, enfin, est S'inquiète. plus, est quand même moins volage, mais surtout, il y a autre chose, c'est que le Gémeaux aime bien berner, et, et la Vierge, en fait, va se trouver vite dépassée, mais surtout, la Vierge a une tendance hypocondriaque, et elle va avoir vite peur un peu de tout. Et le Gémeaux pourrait, par ses un petit peu folies, rapporter, alors bon, c'est un peu cru, mais des MST ou d'autres choses, ou je sais pas. Et là, pour le coup, je pense que si la Vierge va pas bien comme ça, la Vierge aussi a un côté un petit peu masochiste. Et le problème, c'est que je suis pas sûr en fait que… Alors intellectuellement, si la relation se place au niveau de l'intellect, ça va aller, parce que la Vierge, en fait, va peut-être mettre un petit peu de poids, en fait, dans les élucubrations du Gémeaux, et à la fois, le Gémeaux va donner de la légèreté, en fait, à la Vierge. Mais au jour le jour, la Vierge, remarquez si, pourquoi pas, parce que, en fait, au jour le jour, la Vierge est quand même très pratique, très organisée. Elle aime bien que sa maison soit propre, on ne fait pas n'importe quoi, alors que le Gémeaux a quand même tendance… après un autre truc. J'avais un copain de Gémeaux qui avait marqué sur son four, ça m'avait fait rire. C'était marqué je préfère avoir une vie remplie qu'un four propre. Vous voyez un peu? Et donc, mais oui, c'est possible. On reste dans la conceptualisation même d'un couple qui que que de l'extérieur, on pourrait peut-être avoir du mal à comprendre, mais voilà. Et puis comme la Vierge est quand même assez raisonneuse, ils peuvent aussi accueillir un accord, en fait, un accord. Le Gémeaux va à droite à gauche, et puis la Vierge, voilà. Le seul problème, c'est que le Gémeaux, il risque de se retrouver totalement
Alors là, pour le coup, très surpris, parce que si la Vierge arrête une décision tout d'un coup, pendant que le petit Gémeaux va à droite à gauche, et tout d'un coup, la Vierge réfléchit et tout d'un coup, ça va plus, la Vierge va dire, bon, allez, ça suffit. Et alors là, le Gémeaux va pas comprendre ce qui lui arrive. Et surtout, la Vierge, à la différence du Gémeaux, parce que vous voyez, l'intellect des deux est pas exactement identique, à savoir que le Gémeaux va faire, si vous voyez un tableau, il va faire, allez, des gros traits, alors qu'en fait, la Vierge, tout va être minutieusement mis. Et si la Vierge ne va rien dire, en fait, la Vierge, imaginez les yeux de la Vierge comme un microscope et son cerveau comme un disque dur. Et c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe, elle va l'inscrire sur le disque dur et ça va être tout le temps disponible. Et c'est-à-dire que la Vierge va rien dire parce qu'elle n'aime pas le conflit, mais par contre, à un moment, il va arriver une chose, on ne sait pas, peut-être même un tout petit truc, qui va déclencher quelque chose chez la Vierge, mais ça va être un tsunami. Et alors là, imaginez tout d'un coup, comme un listing qui ressort avec tout, voilà, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu as été ci, tu as été ça, tu me dois ci, tu me dois ça, tu me dois machin, bidule, nanana, j'ai payé ci, si, j'ai payé ça là, nanana. Et alors là, je peux vous dire que le Gémeaux, il ne demande pas son reste et il se tire parce que déjà, alors lui, il supporte absolument pas le conflit, il sait pas le gérer et surtout, ça l'ennuie. Mais faut pas se, mais la différence aussi entre les deux, c'est la réaction au moment de la rupture. Parce qu'au moment de la rupture, la Vierge va avoir un peu plus de mal à se remettre de la relation que le Gémeaux. Parce que le Gémeaux, il va pleurer pendant 3-4 heures, il va se tourner à droite, à gauche, oh bah, tout d'un coup, il va trouver une épaule pour se consoler et on repart. On est dans la régénérescence parce qu'on n'est pas dans l'implication émotionnelle très, 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 très lourde. Voilà. Mais sinon, oui, oui, c'est un couple qui peut tout à fait marcher parce que ça sera basé sur l'intellect. Mais ça sera pas basé, enfin bon, pour mon, il y a autre chose, c'est peut-être pour la sensualité, parce que ni l'un ni l'autre ne sont réellement des signes très, très sensuels. Le charme du Gémeaux n'est pas le charme du Taureau, ni le charme de la Balance, parce qu'il n'y a pas ce côté, il n'y a pas vraiment ce côté vénusien. On reste dans la légèreté, bon, des petits jeux, c'est amusant, mais Intellectuel surtout, ce sont les signes d'air, les deux. oui. Et donc voilà, et la Vierge va plus avoir peut-être tendance, vous voyez, à voir par exemple, vous voyez quand on parlait du devoir conjugal, la Vierge va, voilà, parce que c'est le devoir, faut faire ci, faut faire ça, mais le Gémeaux risque de se lasser, voilà. Voilà. Mais juste un bémol, ce que je voudrais insister là sur, c'est une excellente description du signe du Gémeaux et de la Vierge. Et vraiment, Olivier, merci pour cette intervention parce que c'est très clair. Par contre, on n'a pas de signe pur. C'est pas possible ça. Et là, je voudrais insister sur le phénomène de la planète dominante. C'est vraiment la planète qui l'emporte en astrologie. C'est une notion qui a été assez oubliée et tout le monde n'était pas d'accord pour le calcul de la dominante, en fait. Il y a plusieurs écoles astrologiques et personne n'était d'accord pour calculer une dominante. Est-ce que c'était le nombre d'aspects qui étaient reçus? Est-ce que c'était une planète en domiciliation et que ça? Vous trouverez peut-être une dizaine de façons de calculer la dominante. J'ai celui que me donne mon logiciel, ça vaut ce que ça vaut. Apparemment, ça marche parce que je l'ai testé, mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est la planète qui est important. Souvent, ce que j'ai peur, et c'est pour ça que vraiment, on parle du soleil dans un signe, et on dit bah, c'est du Gémeaux, c'est Vierge, c'est le Lion et tout. Mais ça, c'est trop réducteur, quoi. C'est trop réducteur. Ce qui est important dans un thème, c'est de repérer la planète dominante parce que c'est l'axe de la personne. C'est vraiment l'axe. Et il n'y a que 10 planètes. Hein. C'est après qui vont, comme dit Olivier, qui vont régir des signes, un ou deux signes suivant les planètes. Et ce qui est important de voir, c'est la personnalité, l'axe fondamental sur lequel s'est construit la personne. Les signes vont nous donner des comportements.
c'est du comportemental qui vont teinter la planète. Vous n'aurez pas la même chose, une dominante mercurienne, on va prendre l'inverse, une dominante lunaire où la Lune est en Gémeaux. Ça peut arriver. J'ai une dominante lunaire parce qu'elle reçoit plein d'aspects, parce qu'elle reçoit, vous voyez, elle peut être dominante, la Lune, et c'est une dominante lunaire, ou peu importe, hein, c'est un exemple, mais la Lune est en Gémeaux. Ou encore pire, on va prendre le Soleil, puisque l'astrologie occidentale marche beaucoup sur la notion du Soleil et relativement peu de la Lune. Donc, elle a un Soleil qui est vraiment dominante solaire, et mon solaire est dans un signe mercurien. Vous voyez toute la complexité donc, en termes d'approche. Il faut d'abord déjà définir la personnalité dominante, la planète qui est la plus forte dans le thème. Ça, et après, voir et avoir l'analyse d'Olivier. Voilà, après, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une Lune en Gémeaux? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un Vénus en Gémeaux? C'est des personnes volages. Qu'est-ce que ça va être d'avoir un Mars en Gémeaux? Vous voyez, la première chose, c'est la personnalité dominante. Deuxième, et on fera un atelier, j'espère qu'Olivier sera là. Après, c'est de dire quel est le signe. Parce que la planète ne va pas se comporter de la même façon, même si elle est dominante, suivant qu'elle soit dans un signe ou un autre. Vous voyez? C'est pour ça on ne peut pas avoir, c'est difficile d'avoir un Gémeaux et une Vierge, c'est plus compliqué que ça. On peut avoir, parce que mon Gémeaux et ma Vierge peuvent avoir une dominante, je vous dis n'importe quoi, une solaire et l'autre martienne. Voilà. Mais avoir un Soleil, un en Gémeaux et l'autre en Vierge. Vous voyez? Et ça ne sera pas le même couple que les mêmes personnes avec le Soleil dans les mêmes signes, mais avec des dominantes différentes. La dominante, c'est vraiment à part, quoi. C'est quelque chose qu'on a oublié, ça. C'est vraiment un pivot qu'on a oublié, l'essence de la personne, quoi. Je suis entièrement d'accord avec vous, Elisabeth. Je pensais plus, lorsque moi, visualise Vierge Gémeaux, j'imagine en fait réellement l'essence pure de ces deux, l'essence pure en fait de ces deux signes avec les planètes associées. Donc c'est pas par rapport à une personne en particulier, c'est réellement, enfin pour moi, hein, c'est plus on parle de choses pures. Enfin, quand je dis pure, c'est global. Après, effectivement, en fait, il y a plein de choses. Il y a toutes les autres dominantes et toutes les autres composantes à prendre en compte. Mais du point de vue général, avec Mercure pour les deux planètes, c'était plus. Complètement. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait juste. C'est vraiment tout à fait juste. Mais ce qui était dommage pour l'astrologie, c'était de se focaliser sur le Soleil dans une planète et de dire ah ben oui, voilà, vous êtes parce que maintenant c'était même vous êtes de la Vierge, voilà, c'est un peu dommage qu'on ait oublié cette dominante. Donc c'est vraiment de dire chercher la personnalité dominante, chercher la planète dominante, chercher le Soleil aussi, le Soleil et la Lune, voilà. Parce qu'on peut avoir de très fortes renforcements si les luminaires sont très importants dans un thème. Donc c'est vrai que s'il y a un Soleil Gémeaux ou s'il y a un Soleil Vierge, ça va donner des connotations. Mais c'est exactement ce que vous avez décrit. Hein. C'est exactement ça. C'était vraiment et ça, c'est vrai que c'est gouverné par Mercure. Tout ça, c'est du Mercure. Et comme vous voyez aussi, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Michel, c'est vraiment de voir la diversité qu'une planète, la façon dont elle a de s'exprimer. Un Mercure Gémeaux, c'est pas du tout un Mercure Vierge. Et donc, c'est vraiment il y a une très grande diversité dans c'est pour ça, c'est la combinaison aussi des planètes entre elles qui va nous donner aussi la personnalité une idée de la personnalité, quoi. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, si on parle du couple, entre guillemets, dont on évoquait tout à l'heure, Gémeaux et Vierge, à la fois, on pourrait dire que c'est, entre guillemets, hein, un couple qui va fonctionner. Mais à l'inverse, ils ont des caractéristiques qui semblent tellement opposées qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Parce qu'entre l'un qui a besoin de sécurité, pas l'autre qui est volage, pas volage, l'autre qui est organisé, l'autre qui n'est pas organisé, enfin, ils sont vraiment
à l'opposé. C'est assez étonnant en fait. Alors, je vous donne un grand truc en astro. Un grand truc en astro, vous faites une liste de mots-clés. Comme a dit Olivier, tous les mots-clés qu'a dit Olivier, vous mettez et vous regardez ce qu'ils ont en commun. Ils vont se retrouver. Vous savez, c'est comme les ensembles en mathématiques, ça. Vous vous rappelez vos cours de mathématiques, de géométrie, il y a deux ensembles et puis il y a un espace commun entre les deux. Et vous allez mettre dans les espaces communs les mots-clés. Et là, le mot-clé, c'est l'intellect. Donc, ils vont se retrouver sur l'intellect. Donc, mais vous verrez, c'est comme ça pour tous les signes. Hein. C'est un truc que je vous donne pour tous les signes. Quand on avait des cours, parce que j'ai été formée par Agapé, et donc on avait des listes de mots-clés, et regardez les mots qui sont communs dans les deux signes. Ils vont se retrouver sur un terrain commun, comme tous les signes d'ailleurs. Souvent, et là, c'est l'air. C'est l'air. Et l'air, c'est la conceptualisation, l'intellect, etc. Ça peut donner un beau couple de chercheurs. Hein. Si on s'y prend bien, c'est vraiment, ça peut donner ça, ou des profs, hein, beaucoup de profs, hein, donc un en primaire et l'autre en secondaire, ou un proviseur et un prof. Il y a, mais ce qu'a dit Olivier, c'est vraiment, c'est symbolique, ça n'existe pas. Hein, ça ne peut pas exister un couple Gémeaux-Vierge. Il peut exister deux couples de Mercuriens, c'est pour ça que j'insiste, deux couples de Mercuriens, ça existe, mais des couples Vierge, Gémeaux, non. On peut avoir un soleil en Gémeaux, on peut avoir voilà, une lune en Vierge, on peut avoir, mais ça la personnalité Gémeaux, c'est la planète qui donne la personnalité, c'est pas le signe. Le signe peut le comporter. Et puis Claire, tu vois, moi je dirais qu'il y a des choses. On peut imaginer aussi que les contraires s'attirent. Enfin, tu vois que les choses se complètent. Hein. C'est ce qui manque à l'un, l'autre là. Et tu vois, il me vient juste une idée. Par exemple, la Vierge comme le Gémeaux peuvent être sujets à des moments de déprime ou de dépression. Et donc, par exemple, si la Vierge va avoir son moment de dépression, enfin de déprime, là, tu vois, le Gémeaux, il peut hop, tu vois, lui donner de l'entrain, lui dire, mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller, nana, allez, viens, on va changer les idées, on va faire ça, machin, nanana, donner de la légèreté. Et de la même façon que le Gémeaux va se sentir pas bien, et la Vierge va réagir, mais différemment. Elle va être plus dans le rationnel. Donc, elle va lui dire, mais voilà, qu'est-ce que tu as peur de quoi? D'accord, donc ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est des pensées irrationnelles. Non, 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 voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qui peut se passer. S'il arrive ça, on fera ça. Si machin, bidule. Donc, en fait, tu vois, c'est comme une espèce de symbiose. Chacun, tu vois, mais c'est vrai avec plein d'autres signes et plein d'autres planètes, plein d'autres individus. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de voir en fait ce qui manque ou ce qui les dissocie, plutôt, comme a dit Elisabeth, ce qui les rassemble, mais aussi ce qui peuvent, tu vois, se compléter. Et il y a des choses, justement, plus encore avec Mercure, parce qu'on est dans l'intellect qu'avec d'autres familles de signes, tu vois, comme par exemple le feu, je dirais. Eh bien, en fait, ce sont des choses, comme on est avec Mercure dans l'air, l'intellect, tu vois, on est dans la conceptualisation, dans l'abstrait, et c'est comme, imagine comme des ondes, des choses en fait qui voltigent et qu'on n'explique pas nécessairement, mais que eux vont ressentir de la même façon que les couples d'eau, enfin les signes d'eau, vont avoir aussi une espèce de communication, mais qui va être différente parce qu'elle va être basée sur les émotions et non pas en fait sur l'intellect. Plutôt que sur l'intellect. Mais il va avoir en fait des corrélations, des fluides, des choses, des ondes en fait qui se transmettent et qui sont réceptifs. Imagine en fait un talkie-walkie. Et donc, avec le talkie-walkie des deux signes avec Mercure, et ben en fait, les ondes vont passer. Mais si par exemple, tu as un Mercurien et tu as en même temps, je sais pas, un Bélier avec Mars, ben, le talkie-walkie, il n'est pas vraiment sur les mêmes ondes. Et donc, forcément, ben, il y a des choses les moyens de communication vont être différents. Mais là, entre les deux Mercure, c'est quelque chose, en fait, qui ne s'explique pas nécessairement. Voilà ce que je dis.
Merci. J'ai une grande connaissance. Oui. Je continue. Vénus. Oui. Vénus, Vénus. Qui est Vénus? Je ne vous montre pas. Sinon, c'est triché. Vénus, Vénus. Quelle est la déesse Vénus? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Vénus? L'amour, non? Oui. Elisabeth, c'est drôle qu'on passe à Vénus, mais je veux pas monopoliser la parole, hein, surtout, mais c'est drôle qu'on passe à Vénus parce qu'on était à Mercure qui gérait à la fois en fait le Gémeaux et la Vierge, et là on a Vénus qui gère à la fois vous Taureau et moi Balance. Ah oui, ouais. Mais Ah ouais, ah Mais ouais, de ah la ouais. m- et ce qui est drôle, c'est que de la même façon que Mercure va régir, enfin les sensibilités vont être différentes selon le Gémeaux et la Vierge, la Vénus Balance va être différente Ah, de la Vénus Taureau. complètement. Parce que le Gémeaux, la balance, oui, tout à fait. Mais on ne va pas souffler. On va pas- Qu'est-ce que. Oui, c'est pour ça, ne dis pas. Donc, c'est vrai que c'est plus simple de remonter du signe vers la planète. Parce qu'on est plus habitué, encore une fois, en astrologie occidentale, à parler des planètes. Donc, si ça vous aide, vous pouvez parler des attributs du taureau ou de la balance, si ça vous aide à reconstituer la personnalité de Vénus. Mais sinon, Vénus, c'est quoi dans la mythologie? Qu'est-ce que ça représente dans la mythologie? L'amour, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. La beauté, j'ai envie de dire aussi. La beauté, tout à fait. Ouais, ça va être très important, là. Tout ce qui est artistique, ça va être important pour les Vénusiens. Le cadre dans lequel ils vivent, tout ce qui est autour de l'art. L'amour, c'est aussi le désir. C'est vraiment la façon de tisser des liens, c'est la façon de rentrer en contact. Il faut que ça soit harmonieux avec une Vénusien. Il faut que ça soit une qualité de vie. Elle va chercher une qualité de vie. La beauté, elle va le rechercher à tous les niveaux. Donc, que ce soit artistique, que ce soit dans la décoration, que ce soit… Elle est aussi, je ne sais pas si vous voyez ce tableau, je crois que c'est de la Renaissance, Vénus qui sort d'un coquillage. C'est une séductrice. C'est une séductrice, les Vénusiens. Ils vont vous avoir par leur charme. C'est quelqu'un qui a besoin de charmer, qui a besoin d'être reconnu pour te séduire, qui a besoin de séduire. Quoi d'autre? Qui est un peu maternelle, Vénus, non? Elle a un enfant, il me semble, dans la mythologie. Je ne sais pas plusieurs. Non. Je sais qu'elle était en concurrence sévère avec Junon, hein, mais elle était très Aphrodite, hein, c'était Aphrodite aussi hein, chez les Grecs. Donc elle était vraiment, non, c'est vraiment c'est le désir, c'est profiter de la vie, c'est la bonne chair, c'est les bons vins, c'est tout ce qui est artistique. Elle a besoin de, ouais, ouais, c'est ce qu'a dit Michel. Elle a besoin de beauté, elle a besoin de douceur. Elle va aplanir les relations entre les gens. La balance a besoin d'équilibre, elle a besoin d'harmonie. Elle a besoin elle déteste Vénus, les conflits. Ça, alors, c'est pas son truc du tout, du tout. C'est quelqu'un qui va être médiateur, c'est quelqu'un qui va être pacificateur, je dirais. Ça, c'est vraiment l'équilibre de la balance. Ce sont des médiateurs nés. C'est vraiment de la médiation à l'état pur, quoi. Bien sûr, avec tous les avantages et inconvénients. Encore une fois, chaque planète a ses plus et ses moins. Hein. Donc,
Olivier, tu veux compléter? Bah, moi, tu vois, je dirais que c'est exactement ça parce que alors, moi, je suis balance ascendant Lion, mais j'ai Vénus en balance et tu peux pas, personne ne peut imaginer à quel point les conflits me déstabilisent, mais ça me met dans des états, mais catastrophiques, mais réellement catastrophiques. Je perds quasiment tous mes moyens. Alors, je travaille dessus, mais c'est très, très compliqué pour moi. Et l'environnement a une importance capitale. Ouais, Et les bonnes relations entre les gens, la cordialité, la politesse, la bienveillance, c'est primordial. Et c'est vrai que lorsque je peux être complètement glacé et parfois ne même pas en fait répondre quand par exemple je me sens agressé, il y a des moments c'est comme si, enfin moi je m'en étais pas aperçu, mais on m'a dit mais comment tu fais en fait pour rester d'un calme, mais en réalité c'est parce que je suis figé. tétanisé. C'est pas que j'ai peur, hein, Figé. c'est pas de la peur, hein, mais c'est réellement en fait, je sais, je comprends pas, je Je sais plus quoi faire. En fait, il y a figé, c'est tétanisé, ouais. ouais, tétanisé. Mais oui, oui, le Vénus, pour moi Vénus c'est pas nécessairement associé à la mer, plus à la séduction, plus, c'est plus en fait, l'amant, C'est la menthe, ouais, c'est la menthe, ouais. que la mer. Oui, par rapport à la lune, ne pas confondre. Tous deux Mmh, féminins, mais surtout ne Et pas elle est quand même associée à la fertilité. Je crois que quand il y a des vieilles petites statues de femmes enceintes et on les associe à Vénus. Je pense que c'est plus lié, la fertilité est plus liée à la Lune qu'à Oui. Vénus. Vénus est liée à l'amour. C'est quand on veut trouver l'homme ou la femme de sa vie, on va évoquer Vénus. C'est plutôt ça. je crois que dans la mythologie, tu vois, Michel, Oui. la fertilité est associée à Déméter. C'était en fait la déesse tu sais, pas des vendanges, des moissons. Donc Ah en fait, Oui. on est plus, on n'est pas dans ça là. Je trouve que avec Vénus, on est beaucoup plus en fait dans la séduction. Il y a une part de légèreté aussi. Euh, alors dans les trucs négatifs, parce que quand même, ah oui, oui. pour moi, je trouve que en fait Vénus en Balance, un petit peu différemment en Taureau, mais Vénus est quand même aussi le signe de la superficialité. Les choses, l'amour du beau, comme a dit, la passion du beau, comme a dit Elisabeth, est un trait quand même assez important, à la différence près que ça va pas se manifester tout à fait de la même façon pour un Taureau que pour une Balance. Et par exemple, les traits chez le Taureau, qui est très vénusien, en fait, vont être très marqués. La masculinité va être très marquée chez l'homme Taureau et la féminité très marquée chez la femme Taureau. C'est-à-dire, en fait, pour moi, je trouve que le Taureau est un signe très sexué. Et c'est également en fait la femme taureau comme l'homme taureau, euh, la vue et l'importance du beau de ce que l'on voit est très important de la même façon que on va dire que la Vénus taureau est très sensuelle. On est dans les cinq sens, on est dans la sensorialité, dans la sensualité, alors que la Vénus Balance est un petit peu différente. Elle est moins dans on a une sensualité quand même beaucoup plus aérienne. On n'a pas une sensualité très, c'est pas pesante que je veux dire, mais plus voluptueuse. On va être dans une sensualité, euh, euh, oui, plus légère dans la mesure où on n'est pas, où ça s'inscrit pas nécessairement dans le temps. Et aussi, parce que de toute façon, pour moi, la balance est quand même le signe d'air le plus terrien, mais on reste quand même dans l'air. Donc, en fait, avec une faculté de virevolter, un peu de papillonnage, qu'on a beaucoup moins, en fait, chez la femme, chez la femme ou l'homme taureau. Mais par contre, l'aspect physique a une grande importance, vraiment une grande importance
euh, pour, le, pour les taureaux. Et pour les balances, c'est un petit peu différent dans la mesure où le signe de la balance on l'oublie, hein, mais le signe de la balance est à la fois gouverné par Vénus, qui est quand même dans la volupté, un petit peu, voilà, la superficialité, mais en même temps avec Saturne. Et Saturne est quand même un signe, euh, la balance partage, enfin, Saturne se partage entre la balance et le Capricorne, et il y a aussi quelque chose de beaucoup plus lourd, d'où c'est pour ça que je dis que la balance est le signe d'air le plus terrien, dans la mesure où Saturne va donner, en fait, je sais pas comment dire, c'est pas qu'il va mettre un petit peu un couvercle sur la superficialité, mais une balance qui va pouvoir être à des moments très superficiels, enfin très vénusien, peut à un moment devenir beaucoup plus, a un côté quand même beaucoup plus pesant, beaucoup plus réfléchi. Mhm. Et même, alors des exemples tout bêtes, mais par exemple Brigitte Bardot qui est Balance et qui est née un 28 septembre, eh bien par exemple, on on la voit batifoler, etc., mais pas si folle la guêpe parce qu'en fait, elle a quand même placé pas mal de fric, à s'acheter des trucs, à se protéger. Et ça, c'est pas Vénus. Ça, c'est typiquement Saturne. On est, on est dans, voilà, dans, Ah, enfin, d'accord, ton Saturne, c'est la première fois que j'entends dire ça. Ce Saturne que tu associes Saturne oui, Saturne à la balance, à la oui, balance, ouais, non, ça oui. c'est la première Et fois. d'ailleurs, tu verras, en fait, Et il y a puis deux types de Verseau, balances. On ouais. va avoir une balance vénusienne et une balance saturnienne. Et tu vas le voir juste, et tu vas voir ça dans dans le physique. Une balance vénusienne va être beaucoup plus en rondeur, Mm. alors qu'une balance saturnienne va être beaucoup plus, tu vois, on va avoir un corps plus sec, on va avoir aussi une ligne beaucoup plus renfrognée, on va avoir beaucoup plus de discrétion, on va être un peu plus tranchant Ça, c'est que, un bon, profil saturnien, ouais. Mais ouais. Saturne est lié au Verseau et au Capricorne, il n'est pas lié, il n'a jamais été lié parce que Parce que la pour, constitution, pour moi, enfin, ouais, j'ai jamais ce que j'ai entendu. lu et ce que j'ai pu comprendre, Ouais. c'est qu'il y a bien une balance saturnienne, une Ah, j'ai balance entendu vénusienne. dire ça. Mais bon, Mais c'est bon, comme tu dis, il y a eu plusieurs écoles en astrologie. Par contre, là où c'est vrai que là, différence de la Vénus, c'est vrai qu'elle ne peut pas s'exprimer pareil dans le signe de terre, qui est le taureau, et en signe d'air, qui est bien sûr la balance, hein. Donc, il y a deux expressions différentes. Les signes de taureau sont des signes plus jeunes, hein. Il faut savoir, hein, quand on voit la roue astrologique, regardez la roue astrologique, ça va du je au nous, hein, il faut s'imaginer le développement d'un être humain avec la naissance en bélier, ensuite le taureau qui commence à marcher sur ses deux pattes, enfin voilà, et puis après jusqu'à un peu comme les maisons, hein. Donc c'est un signe, le taureau est un signe plus jeune astrologiquement que le signe d'air qui est la balance, hein, qui est beaucoup plus dans les relations sociales. Donc le taureau va être peut-être plus égocentré, il est plus dans la construction de lui-même, comme les trois premiers signes, que dans la balance où il y a une certaine maturité. C'est pas facile d'être un médiateur, par exemple, hein. Il faut avoir une certaine maturité. Donc c'est vrai une Vénus a tendance qui gouverne. Encore une fois, les signes ne sont pas du tout à confondre avec les planètes, hein, mais le signe de la balance est un signe, à mon avis, plus mature, plus tourné vers les extérieurs, parce que beaucoup plus tourné vers l'extérieur que le signe du taureau, qui est un signe de construction encore de l'individu, un signe jeune, entre guillemets jeune. Donc voilà, c'est ça aussi. Regardez la roue, la façon dont elle est structurée, c'est pas neutre, hein, la succession des signes, hein. On a toujours les 4 éléments qui se succèdent et il faut penser bélier, le signe 1, le début de la vie, jusqu'à tout le cycle de vie que parcourt un individu, jusqu'à sa mort, qui est
donc jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la dissolution, hein, du poisson, donc jusqu'à ce que sa disparition même de l'individu. Donc il faut regarder la roue astrologique, le thème astral, comme une roue de la vie, comme la roue de la vie. C'est important de voir ça un peu comme ça. Donc, et le signe de la balance vient bien après avec le signe du taureau, hein, donc c'est déjà un signe beaucoup plus mature dans la construction individuelle. Et Elisabeth, peut-être que pour une image, on pourrait dire que comme la Vénus du taureau, le taureau, si on visualise un taureau, on visualise un animal, de la chair, qui vit, alors qu'en fait, une balance, c'est le seul signe inanimé du zodiaque. Parce qu'il n'y a que des animaux, bon, le Sagittaire, un centaure, mais on reste dans… Alors que la balance reste le seul signe inanimé avec deux plateaux, comme si en fait elle avait besoin d'un autre. Et ce qui est drôle aussi, c'est que la balance, en fait, enfin, à chaque signe astrologique, il y a des organes qui sont associés. Et ce que je trouve assez parlant pour la balance qui est toujours à 2, en fait, les organes associés sont les reins. Et les reins, en fait, fonctionnent à 2. C'est-à-dire, en fait, on peut aussi, en symbolique, imaginer que on peut vivre avec un seul rein, mais on n'est pas totalement heureux. On peut vivre on peut vivre tout seul, mais la balance a besoin d'une autre personne, et pour que les plateaux soient à égalité, en fait, il faut que la personne d'en face soit, il n'y a pas de relation domination, soumission. On est dans l'égalité, on est dans l'absolu en tout cas. Mais c'est vrai, la paix, l'harmonie, c'est une symbolique très forte, effectivement, hein. C'est vraiment une symbolique très forte là au niveau de la balance, hein. Et donc Vénus, c'est tout ça. C'est vraiment tout ça. C'est vraiment, on est dans l'amour, hein, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment la paix, c'est vraiment l'harmonie, quoi. Et c'était un peu ce qu'on recherche aussi tous quelque part à un moment donné. Donc c'est les archétypes vénusiens, puisqu'on peut carrément parler d'archétypes, hein, avec la personnalité dominante, c'est des signes d'amour et de paix. Voilà, c'est eux qui vont aplanir les choses. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir avant de commencer un autre signe, parce que c'est sûr qu'on ne les finirait pas tous. Moi, je vous propose de continuer au cours de notre atelier, hein. Je ne sais pas si ça vous arrange comme horaire, comme jour et tout. Moi, j'ai mis tout ça un peu au hasard parce que je teste, hein. Donc, attends, je vais enlever ça. Pour moi, c'est bien. C'est bien? Oui, c'est bien. C'est bon? Ouais, c'est bien. Et on continuera, attendez que je récupère, voilà, récupère ça. Donc, j'ai l'enregistrement de… Attendez, voilà. J'essaye de récupérer mon écran là, ça on dirait pas comme ça, mais voilà. Attends, l'écran est en pause. Je ne sais pas comment on fait, mais bon. Elisabeth, je peux te poser une question sur le thème? Oui, C'est très rapide en fait. C'est, tu vois, le thème que tu m'as envoyé. oui. J'ai vu par exemple force de jour 9, nuit 8. Ça signifie quelque chose en particulier? Vas-y, répète, tu as vu quoi? Force de jour 9, Ah. nuit. Et nuit faible, non? Force de jour, non, 9 comme le chiffre 9. 9, oui, 9. Nuit 8. Ah non, mais c'est équilibré, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment, comment te dire, introverti, extraverti. Je ne l'ai pas sous les yeux là, je dois l'avoir quelque part, mais je l'ai en mémoire sûrement. Mais non, c'est introverti, extraverti, c'est un équilibre, quoi. C'est pas plus, pas moins. J'ai pas il faudrait que j'ai l'image sous les yeux Ok. pour voir un peu. Mais s'il y a des questions comme ça, c'est avec plaisir, hein, c'est vraiment
J'adore faire l'interprétation de thèmes, c'est sympa comme tout. Et comme la dominante, hein, je peux vous envoyer la dominante, ça n'a peut-être absolument rien à voir avec Vénus. Donc, Ah ben oui, c'est très possible. ce que je regarde chaque fois en dominante, ouais, c'est possible ça. Je me dis, c'est vraiment lié. Et ça remet beaucoup de choses en cause de connaître sa dominante. Parce qu'on est très imprégné par les signes, etc. Mais de connaître sa dominante, c'est tout de même une autre vision même de soi-même, je trouve. C'est pas, on voit quelle est la planète qui agit dans l'ombre, quoi, qui règle un peu tout ça, quoi. Donc, non, c'est toujours intéressant. Bon, mais on refait un atelier comme ça, on continue la prochaine fois. Je Très dirais. bien. Par contre, j'avais une question. Comment on fait pour échanger nos mails, justement pour que moi je te donne les éléments pour me faire la carte? Alors, moi, je vais sur Meetup et après, on envoie ça. Comment tu as fait Michel t'a envoyé des mails. Oui, mais c'est parce que j'ai déjà été en contact avec toi avant. Mais comment est-ce que tu as fait la première fois? Après, il y a une bulle, tu vois, sur l'écran où il y a écrit converser. Tu peux peut-être l'écrire là. Je la copie-colle après pour t'envoyer avec mon mail perso. Non, je pense que ce que tu peux faire, Sinon, c'est Claire, envoyer tu sais ce que tu fais? un Tu vas en message fait avec tu vas sur le Meetup, tu Oui. vois, sur le Meetup d'aujourd'hui, et ensuite tu vas voir Elisabeth avec marqué profil et comme une espèce de petite bulle avec des petits traits où là tu peux converser. Donc en fait, tu vas regarder sur le profil d'Elisabeth et à gauche, il suffit de cliquer sur la petite bulle avec les petits, tu sais, les D'accord. petits traits. Et là, tu peux envoyer un message via Meetup à Elisabeth, tu vois, en privé. Voilà. Voilà, il me semble que Michel avait fait ça et ça avait bien marché, quoi. Il m'avait envoyé le truc. Je vais utiliser la messagerie de Meetup, alors super. Oui, et puis il m'a envoyé tous les mails, et puis après, comme ça, envoyez-moi les mails comme ça, et puis après, ou les questions, ou tout ce que vous voulez, et puis comme ça, je peux répondre, quoi. Ça, c'est bien. Ouais. Par contre, si on n'a pas si on n'a pas l'heure, ça pose un gros souci pour l'interprétation. Bah, c'est-à-dire que ça va nous donner un thème assez général. Donc, la dominante ne va pas être vraie. Il faut savoir que la Lune change de degré toutes les 3 ou 4 minutes. Alors, ça peut totalement changer une personnalité. Donc, il vaut mieux demander son acte de naissance. Il indique sur l'acte de naissance. Même un vieux, on en récupère un vieux. À l'époque, ils indiquaient les heures de naissance. D'accord. Ça vaut hein, suivant les années. Hein, donc, mais c'est mieux de le demander sur l'acte de naissance. C'est plus facile. Ou sur le livret de famille, ça doit être marqué. Ben non, je ne l'ai pas trouvé, Ah figure-toi. mince! Alors peut-être à une époque ça existait, alors je sais pas, j'ai regardé sur le livret de famille, là, ça y est plus. Enfin, ça y est pas, moi, sur les miens. Donc à chaque fois, je demande les actes de naissance. Et comme maintenant on peut les demander par Internet, bon, ça va relativement vite, je trouve. Ah, cool. Oui, c'est assez complexe. Ben, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et puis, eh ben, à bientôt. Alors, je lance dans 15 jours à peu près. Oui, 15 jours, c'est bien, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est comme ça, on ne perd pas le fil. Ça marche. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.